Les deux chagrins. Lorsqu'on la voyait pour la première fois, on la trouvait grande dame. La seconde fois, on avait surtout d'elle une impression de bonté qui était la vraie. L'hôtel qu'elle habitait faisait le coin d'une rue, et par une de ses 11 fenêtres, celle de l'angle, on apercevait merveilleusement une avenue plantée d'arbres, ornée de massifs, et si longue qu'aux heures tardives où l'ombre épaissit les feuillages, on l'eût prise pour une entrée de forêt, sans la multitude de passants et de voitures qui la traversaient. Là, derrière la glace, la vieille femme se tenait presque tout le jour, lisant, cousant, tricotant même. Elle eût filé comme ses aïeuls, si on pouvait encore acheter des rouets ailleurs que dans les villages perdus de Bretagne, de Flandre ou de Lorraine. Et, quoi qu'elle fît, elle n'avait guère qu'une songerie, dont sa physionomie était comme pénétrée. Il suffisait de l'apercevoir, droite, blanche et ravagée de visage, portant dans toute sa personne l'indéniable souvenir d'une beauté rare et de la douleur qui l'avait fanée avant le temps, pour dire « C'est une mère ». Il n'était besoin que de rencontrer le regard de ses yeux pour ajouter « C'est une mère qui a perdu son enfant ». Non qu'elle se plaignît. Elle avait une manière si discrète de parler de son chagrin, c'est-à-dire d'elle-même, que personne ne redoutait de la voir. Le monde, qui va surtout à la joie, ne refuse pas d'aller à la résignation. Il allait chez elle. En face du fauteuil bergère qui tendait les bras à l'angle de la fenêtre, passaient et repassaient, avec des intervalles, il est vrai, des amis de madame Leminquier, qui avaient son âge, d'autres plus jeunes, quelques hommes même qu'attirait l'indulgent esprit de la femme et le renom ancien de la maison. Une après-midi chaude de juin, toute la ville était dehors. La foule marchait dans le soleil, des rires montaient vers les fenêtres, les ombrelles emportaient chacune, sur la soie tendue et changeante, un rayon comme les vagues et comme les bulles de savon. La solitude du grand salon paraissait plus profonde que de coutume. Personne n'était encore venu. Madame Leminquier prit une photographie de toute jeune fille encadrée de noir qui était toujours posée près d'elle et pensa « Ce n'est pas elle. Les photographies nous trompent. Les lentilles de verre ne voient pas comme nous. Où est cette grâce qu'elle avait quand elle me regardait? Où l'ovale imprécis de ce visage qui était fait de lumière adoucie? Tout est appuyé, noirci, défiguré. Plus je vais, et plus l'image que je garde au fond de mon cœur est différente de celle-là, que je voudrais avoir un portrait qui me la rendît telle que mon souvenir la possède. Mais qui peut le faire? Personne. À force d'appliquer son esprit à cette contemplation intérieure de l'enfant disparu, la mère en vint à sentir si vivement et si nettement la présence en elle de cette chère image qu'elle prit une vieille boîte de pastel et une feuille de papier blanc et tenta de fixer cette intense vision de son amour. Elle n'avait jamais bien su dessiner, elle ne s'en troubla pas et commença hâtivement, dans la fièvre du désir qui l'avait saisie, sans consulter le mauvais portrait maintenant repoussé et retourné sur la table. Elle dessina d'abord les cheveux que la jeune fille portait autrefois à la Vierge, mais qui frisaient et faisaient une ombre transparente au bord des bandeaux plats. Et les cheveux apparurent, sous la caresse de cette main qui les avait aimés, tordus, attachés ou dénoués si souvent. Puis le cou, d'une ligne irréprochable, les lèvres longues, rose pâle, où le sourire d'une âme jeune avait persisté jusqu'au-delà de la mort. Puis les yeux, dont les paupières prirent sans effort leur courbe naturelle, un peu relevés au coin, ombragés de cils dorés entre lesquels l'âme charmante allait enfin s'épanouir et vivre. La mère, penchée sur la table, ne se rendait pas bien compte du miracle de tendresse qu'elle accomplissait en ce moment. Elle n'avait que l'angoisse de ce qui manquait encore à l'image à demi tracée, la hâte d'achever avant que le modèle ne s'effaçât dans la lassitude d'une œuvre inaccoutumée. Elle voulut, du même crayon qui avait couru si légèrement jusque-là,
dessiner l'iris des yeux, donner le regard à l'enfant. Et elle fut obligée de réfléchir. Et elle s'aperçut, après avoir tâtonné, qu'elle ne savait plus la couleur de ses chers yeux, qu'elle ne l'avait peut-être jamais connue. Elle s'arrêta. Les larmes l'aveuglèrent. Oh, pensa-t-elle, comment une mère ne se souvient-elle pas de la couleur de ces yeux qui la fixent encore à toute minute du jour et de la nuit? Rarement elle avait souffert plus cruellement. Il lui semblait que c'était là une preuve d'oubli et le début de ce fatal recul de nos souvenirs, qui fait que les plus sacrés et les plus fréquemment évoqués se décolorent, s'altèrent et se mettent à trembler, comme si la brume aussi couvrait les lointains des âmes. En ce moment, la porte s'ouvrit au fond du salon. Madame Leminquier cacha rapidement le dessin entre les feuilles d'un buvard, porta son mouchoir à ses joues, tâcha de reprendre pied dans la vie réelle, dont, depuis quelques heures, elle était absente. L'homme qui entrait était jeune, et ne comptait plus parmi ses relations ordinaires. Elle ne l'avait revu qu'une fois depuis le grand chagrin. Avec effort, comme ceux qui reviennent d'un rêve, elle sourit et dit « Que c'est aimable à vous, monsieur, de vous souvenir d'une vieille femme qui ne reçoit plus, qui ne paraît plus dans le monde, et dont le nom ne rappelle que des rides à la génération dont vous êtes. Voyez comme je suis peu indulgente à mes heures. En vous reconnaissant, je me suis imaginé que j'allais avoir la bonne fortune de vous rendre service. »« Lequel ? Mais celui que vous auriez à me demander. »« Non, madame. »« Vous venez pour moi seul ?»« Absolument. » Un peu de lassitude, avouez-le. Je descends de voiture. De désœuvrement, alors. J'ignore à peu près ce que c'est. Non, madame, je passais, et je suis entré, obéissant en cela à une force que je vais vous dire. Vous savez les manies des enfants qui bâtissent des cachettes. Ils y serrent d'anciens jouets, des friandises, des riens qui possèdent pour eux une valeur mystérieuse. Je suis demeuré enfant par cette faiblesse au moins, et je fais des pèlerinages, vous voyez ? Elle considéra le visiteur attentivement, et vit qu'à travers la barbe blonde et au fond des yeux bleus un peu d'émotion errait dans le sourire. Elle dit, devenant toute grave, « Vous l'aviez rencontré ici plusieurs fois. » « 4 fois. La dernière, ce fut au bal, un jeudi, un 22 avril. Elle portait des souliers de satin blanc brodés d'une marguerite. « Je les ai encore, dit la mère. Vous vous les rappelez ? » « Si je me souviens. Je ne crois pas qu'il y eût cette nuit-là dans tout Paris un teint d'une fraîcheur plus aristocratique et plus rare que le sien. Je ne voudrais pas raviver... »« Au contraire, monsieur, dites, dites. » Je ne sais pourquoi une comparaison m'était venue en la voyant, et depuis m'est revenue souvent. Quand on effeuille une rose, il y a, dans chaque pétale, un endroit où le jour pénètre à peine et n'atteint qu'en glissant une zone protégée, si fine de ton qu'elle semble rose près du blanc et blanche près du rose. C'était cela. Madame Leminquier réfléchit un instant. Sa voix, moins assurée, parut demander grâce pour une faiblesse maternelle et pour une confidence douloureuse. « Croiriez-vous, monsieur, que je ne puis plus me représenter la couleur de ses yeux ? Le cher regard m'est sans cesse présent, et l'expression, et cette joie qui était toute la mienne, mais le reste non. J'en viens à penser que ceux qui aiment, comme les mères, ne voient que l'âme dans les regards. » « Je suis sûr du contraire, madame. C'est l'habitude qui est une cause d'ignorance et d'oubli. »« Comment était-il ? Si vous le savez, dites-le. Le doute m'est si cruel, vous comprenez ?» Le visiteur avait baissé la tête. Il avait l'air de suivre avec attention l'enroulement de la colonne torse qui soutenait la table quand il répondit. Ils étaient bleu pâle, avec des raies couleur de violette. Lorsqu'elle était sérieuse, le violet dominait. Quand elle riait, le bleu paraissait s'étendre, et toujours il y avait la petite flamme mobile ici ou là. La mère, d'un geste brusque, ouvrit le buvard, prit le dessin, le posa à plat, et impérieusement, comme ceux qui déchirent le voile secret de leur peine et exigent qu'on la reconnaisse. «
Tenez, dit-elle, je n'ai que cela, et il y manque la vie. L'homme s'était levé. Il considéra quelque temps le portrait. Ses traits changèrent un peu. Donnez-moi le crayon, fit-il. Elle hésita. Elle devint pâle comme ses mains quand elle vit que le jeune homme tenait le petit bâton de couleur au bout de ses doigts, qu'il allait corriger l'œuvre unique, retoucher l'image, la gâter à jamais peut-être. Elle se détourna à demi. Lui, il se courba. Il donna quelques coups de crayon, et les yeux devinrent transparents. Il en donna deux autres, et l'éclair de vie jaillit des prunelles bleues. Le portrait était fait. La mère l'avait seulement ébauché. Un autre l'avait achevé. Madame le Maquet, du fond de son cœur, sentait monter un cri. Vous l'aimiez donc? Fût-ce une jalousie, fût-ce autre chose? Elle se retint. Le visiteur demeura muet, prit congé presque aussitôt, et ne revint jamais. Le brin de lavande. Il y avait dans la Provence rousse, où l'herbe meurt et où mûrit l'olive, il y avait autrefois des seigneurs qui se faisaient la guerre, de château à château et de colline à colline. Ceux qui ont voyagé par là racontent que l'on voit encore des pierres amoncelées autour des fermes, et que les lézards verts qui sortent de dessous les ruines ont souvent le dos noir, à cause de la fumée des incendies anciens qui dévorèrent les châteaux. Aujourd'hui, les cigales chantent. Les ortolans sifflent à la pointe des mottes. Les filles qui trouvent la fontaine éloignée s'arrêtent à mi-descente pour suivre le vol des palombes au-dessus des bois de pin. Une odeur de résine flotte dans l'air, mêlée au parfum des plantes qu'on dirait faites avec de l'encens. Les pâtres des hauts sommets découvrent les faisceaux dans l'étang de Marseille. Tout repose ou vit légèrement au soleil de la Provence heureuse. Que c'est loin dans le passé, l'histoire du petit comte Roger. Il n'avait que 7 ans, l'âge où l'on compte les heures par les jeux nouveaux qu'elles amènent. Il jouait au ballon dans une salle voûtée, garnie de tapis d'Orient, située presque au niveau des douves de la forteresse paternelle. Quand il se hissait jusqu'aux barreaux de fer garnissant les fenêtres, il voyait le reflet du ciel dans les eaux immobiles, les cygnes nageant parmi les roseaux, et le mur d'enceinte à 40 pas en avant, fait de blocs de marbre et au sommet duquel parfois se profilait la silhouette d'un homme d'armes. Il n'avait ni frère, ni sœur, ni mère. Il devait jouer seul, ce qui est triste, ou avec sa nourrice. Et, depuis 2 jours, la nourrice ne cessait de se lamenter, refusait toute nourriture, et tantôt étreignait l'enfant désespérément, avec des mots d'adieu qu'il ne comprenait pas. Tantôt se jetait à genoux et sanglotait contre un pilier, tandis que la balle de cuir rebondissait, relancée par le seul petit comte Roger. « Pourquoi ne joues-tu pas avec moi comme d'ordinaire, nourrice ?»« Pauvre chéri, le château est assiégé. Les ennemis vont entrer, ils pilleront tout, ils tueront tout. »« Tu mens, nourrice, puisque mon père est là, ils n'entreront point. Tu n'es qu'une femme, viens jouer. » Cependant, mieux que lui qui ne devinait pas le danger, elle entendait le pas des compagnies qui se jetaient d'une muraille à l'autre, traversaient les cours intérieures, montaient par les escaliers taillés dans le roc, et apparaissaient tantôt ici et tantôt là, aux points les plus menacés. Elle tremblait au bruit des boulets, dont le heurt presque continuel ébranlait les remparts à l'autre extrémité du château. Et quand elle entr'ouvrait la porte, le souffle humide des corridors voûtés lui soufflait au visage l'appel des trompes de guerre et les cris des combattants. L'enfant, mécontent et boudeur, s'était assis, le dos appuyé contre un pilier. Tout à coup, un homme se précipite, vêtu d'une cotte de buffle déchirée, tête nue. « Monseigneur, le château va être pris, venez, fuyons par le souterrain. » La nourrice, à ce mot, a poussé un cri d'épouvante, et s'était lancée à travers les couloirs. Mais le petit est d'une race héroïque et aventureuse. Il se lève. Il écarte la main que l'homme a tendue vers lui. « Jean le Bourguignon, dit-il, mène-moi d'abord au sommet de la plus haute tour. »« Nous n'avons pas le temps, l'ennemi va entrer. » Pas avant que j'y sois monté.
On m'a laissé ici, toujours, avec les femmes. Maintenant, je veux voir la terre de mes pères, du haut des tours, avant de la perdre. » Et, comme le géant s'avance, poursuivant le petit seigneur qui recule et voulant le sauver de force, l'enfant lui échappe et se jette dans l'ouverture de la porte. « Suis-moi si tu le peux, Jean le Bourguignon. » Il s'engage dans les corridors, il tourne, il arrive à l'escalier de la maîtresse tour, et disparaît dans la spirale que font les marches, feuilles d'ombre de la grande tige qui monte vers la lumière. Son pas, rapide et léger comme celui d'un chevreau, sonne dans la cage de pierre. Le rire de la jeunesse insouciante s'y mêle, et fuit et diminue. Le serviteur s'épuise à suivre l'enfant. Ses épaules heurtent les tournants, son casque se bosselle en frappant les parois. « Monseigneur, arrêtez! Je vois le bout des échelles sur les murs. Entendez les coups de feu. » Quand il parvient, épuisé, sur la plate-forme de la tour du guet, il voit le petit comte debout. La poussière et la fumée passent en nuages autour de lui. Des flèches et des balles sifflent et égratignent les créneaux. Mais l'enfant, penché au-dessus de l'abîme, regarde le fief paternel étendu à ses pieds. De ses yeux clairs, émerveillé et sans peur, il a dénombré les collines, suivi la bande sombre des pins qui s'enfoncent au levant, et la rivière mince entre les champs couverts de moissons. Il se détourne, il rit. « Emporte-moi à présent, Jean le Bourguignon, je n'oublierai plus rien. J'ai vu toute la terre où je reviendrai un jour. » Il se courbe. Il saisit une touffe de lavande fleurie qui pendait sur l'abîme. Et le serviteur enlève dans ses bras le petit comte qui ne résiste plus et qui s'abandonne, essoufflé, les paupières closes, tenant serré contre son cœur le bouquet de lavande. Ils descendent l'escalier de la tour. Ils atteignent l'entrée du souterrain que les ennemis n'ont pas encore envahi. Ils sont sauvés. 18 ans se sont écoulés. Le comte Roger, conduit en Italie sur les domaines d'un parent, avait trouvé une hospitalité parcimonieuse. Le père était mort, la puissance de la maison ruinée, et les alliances ébranlées attendaient, pour se renouer ou se rompre, que l'on vît ce dont serait capable cet orphelin qui n'avait encore ni parlé, ni agi. Le jeune homme habitait une ancienne villa délabrée, isolée dans la plaine, avec son serviteur Jean le Bourguignon, devenu tout blanc de cheveux et de cœur moins hardi. Autour de sa demeure, au-delà du jardin de roses, d'ifs noirs et de vignes en berceau, les champs de blé, les prés et les rizières formaient un cercle immense jusqu'aux montagnes d'horizon. Quelques villes neigeuses pointaient sur les sommets lointains, et parfois, sur son unique cheval couleur de poussière, le comte Roger, avec son écuyer en croupe, se rendait au marché ou à une fête donnée par un seigneur de petit renom. Et il était recherché par les dames qui, le voyant de belle mine, adroit, fier de regard et réservé en parole, disaient « Qu'y a-t-il donc au fond de ce joli cœur ténébreux? Nous perdons avec lui nos sourires que d'autres m'en diraient. » Ce qu'il y avait, tout un fief de Provence, belles dames, des forêts de pins, des eaux claires, des hauteurs couronnées de villages et la vue de la mer prochaine qu'il regardait sans cesse en esprit, et qui l'empêchait d'être attentif au reste du monde. C'était la faute du bouquet de lavande qu'il avait placé dans sa chambre, attaché à la garde de son épée, et qu'il considérait à tout moment du jour. Lorsqu'il eut 25 ans, il acheta des éperons d'or, un casque à plumes blanches, fit ferrer à neuf son cheval gris, emprunta une jument blanche pour son serviteur et dit à Jean le Bourguignon « C'est à toi de me suivre à présent. Nous allons partir pour reconquérir la terre paternelle. Mes sujets se lèveront pour ma cause. L'heure est venue. » Le vieux soldat n'eût pas demandé mieux que de rester. Il s'était accoutumé à l'exil. « Comment vous reconnaîtront-ils, monseigneur, dit-il. Voilà 18 ans, vous n'étiez qu'un enfant, et toujours enfermé avec les femmes. Aucun ne se souviendra de vous. Et vous n'avez ni armée, ni argent. C'est bien peu de nos deux épées. » Mais le comte Roger ne doutait pas.
Il avait, pour répondre au conseil des barbes blanches, l'oracle mystérieux de sa jeunesse qui lui criait « Pars donc !» Et ils quittèrent la villa au petit jour. Le comte avait serré dans un sachet de soie le bouquet de pauvres fleurs sèches rapportées jadis de Provence, et l'avait placé sur son cœur, sous les plis de sa tunique brodée. On crut qu'ils allaient à la chasse aux faucons. Ils devisaient par petits mots, l'un derrière l'autre, comme un maître et son écuyer, et ils voyagèrent d'étape en étape jusqu'au jour où, devant eux, une futaie sombre dont la crête étincelait surgit et grandit dans la brume matinale. « Ce sont les pas du Seigneur, mon père, s'écria Roger. Je n'ai cessé de les voir ni de les entendre. Ce sont eux. Il piqua des deux, et, quand il fut dans la forêt, il ôta son casque et abaissa jusqu'à terre la plume blanche. Un bûcheron travaillait non loin. Le jeune homme poussa vers lui son cheval et apprit que le nouveau maître du fief, détesté à cause de ses exactions, était occupé à guerroyer contre les habitants de Castel-Sarrazin et n'avait laissé dans le château qu'une garnison dérisoire. Ils parlèrent de l'ancien seigneur, et le bûcheron dit « Tous ceux qui l'ont connu le regrettent encore. S'il était resté de la graine de cette race-là, jeune cavalier, je t'assure qu'on se la disputerait comme un coq en haut du mât de cocagne à la foire de Beaucaire. Salue donc l'héritier de tes contes, brave homme, car tu l'as devant toi. » Mais l'autre, ayant considéré les 2 chevaux, et surtout l'équipage de Jean le Bourguignon, se mit à rire de telle sorte, en saisissant sa hache, que les coups portaient à faux sur le tronc du pin, et que les copeaux volaient en tous sens, comme des éclats de voix blanches à travers la forêt. « Ha ha ha! Tu plaisantes, compagnon. Passe ton chemin, et ne me fais pas perdre ma journée. » Il riait encore lorsque les 2 voyageurs aperçurent le premier village, et sur le banc, devant la porte du principal logis, 2 vieux qui se chauffaient au soleil d'hiver. Jean le Bourguignon, qui les avait eus pour amis, les appela par leur nom, ce dont ils furent surpris, et leur conta l'histoire d'autrefois, et comment il avait sauvé le jeune comte en l'emportant par le souterrain. Puis, désignant le cavalier à la plume blanche qui s'était écarté de quelques foulées de trot, et, la tête levée, regardait aux fenêtres les filles et les femmes de Provence accourues pour le voir. « C'est lui, dit-il tout bas, c'est lui-même. » Mais les vieux firent claquer leurs pouces, comme des gens qui n'ont plus la force de faire de grands gestes, et levant leur face incrédule et amusée. « Que ce soit toi qui nous parles, Jean le Bourguignon, d'honnête mémoire, nous ne ferions pas une demi-lieue pour le savoir. Il y paraît à l'habitude que tu as gardé de raconter tes aventures, et que tu aies sauvé ta propre vie. Nous le croyons sans peine. Mais nous avons eu bien d'autres témoins qui nous ont affirmé et répété que le jeune comte avait été trouvé mort à côté de son père. Va ton chemin, et Dieu te garde des prisons de notre nouveau seigneur. Il n'est pas tendre aux gens sans aveu. » Comme il parlait assez haut, il y eut des fenêtres qui se fermèrent par prudence, et Roger sentit au cœur une douleur qui le fit songer à l'abandon du maître des cieux par ses disciples de la terre. Il continua son voyage. Il interrogea 20 personnes d'âge différents, montra son visage en pleine lumière et le blason brodé de sa tunique. On ne le reconnut point. Il ne recueillit que des moqueries, des paroles comme on en répond aux aventuriers, et des menaces qui le mettaient tout hors de lui. « Ah, mécréant !» criait-il, « oublieux des bienfaits et du visage de vos maîtres, je vous corrigerai. » Jean le Bourguignon avait beaucoup de peine à lui faire entendre que c'était là de fâcheux procédés pour un seigneur qui veut reconquérir l'amitié de son peuple. Vers le soir, ils n'étaient pas plus avancés dans leurs projets que le matin. Des émissaires du château les cherchaient. Le pays n'était plus sûr. La colère du comte Roger avait fait place à un chagrin qu'approfondissait encore l'approche de la nuit. Oh, l'heure cruelle à ceux qui souffrent, où le monde s'efface devant la peine qui grandit. Le comte Roger errait à la lisière des bois, et, ayant mis pied à terre, au bord d'un étang qu'enveloppaient des collines plantées d'oliviers anciens, il s'étendit pour se reposer, tandis que les chevaux s'ébrouaient de plaisir dans l'herbe verte.
Non loin, une jeune fille lavait du linge, et un peu de jour blanc était encore autour d'elle, et des hardes qu'elle agitait parmi les roseaux. Le jeune seigneur remarqua qu'elle avait les cheveux serrés dans un fouloir de soie roulé, pareil à un grand sequin, et les traits réguliers, avec les lèvres fières des filles de son domaine qu'on disait semblables aux Grecs. Et il dit à Jean le Bourguignon: « Celle-ci est de chez nous, bien que je ne sache plus en quel lieu nous sommes parvenus. » Et la fille, qui l'avait entendu, passa près de lui avec son linge sous le bras et lui souhaita le bonsoir. Puis, comme elle le voyait pleurer, elle s'arrêta. Lui, qui n'avait rencontré, depuis l'aube du jour, que des visages de moquerie ou de colère, il se souleva sur un coude, la regarda et dit: « Belle, celui que vous voyez va s'en retourner bien loin. Il n'a pas été reconnu par les gens d'ici, et il est cependant leur seigneur, leur vrai maître et ami, le comte Roger, fils du comte qui fut dépouillé de ses biens. Voilà juste ton âge, 18 ans, je suppose. »« J'en ai 17, répondit la fille, mais vous êtes d'Italie, mon beau seigneur, je le reconnais à l'accent. »« En vérité, je viens de là, mais je n'y suis pas né. Je vous le répète, je suis le comte Roger. » Elle sourit, et, comme le vent soufflait vers elle, « Oh, dit-elle, quelle étonnante chose! Nous sommes en plein hiver, et je sens un parfum de lavande. » Le comte Roger entr'ouvrit sa tunique brodée, tira le sachet de soie et montra des fleurs séchées. « Voilà 18 ans, petite, j'ai arraché cette touffe de fleurs à la plus haute tour de mon château. Elle m'a suivi en exil. Elle était la seule chose que j'eusse emportée de mon pays. » La jeune fille laissa tomber son linge, prit le sachet, l'approcha de son visage. « Comte Roger, vous dites vrai, fit-elle. Il n'y a que chez nous que la lavande soit si haute et si parfumée. Vous avez tournure de noble. Je crois en vous. Donnez-moi votre sachet et remontez à cheval. »« J'irai donc, dit aussitôt le comte Roger. Allez devant moi, comme l'espérance, et je vous suivrai. » Elle alla devant lui, jusqu'au village prochain, où les premières chandelles de résine commençaient à s'allumer. Son foulard, bien serré, précédait les chevaux comme un petit croissant d'or. Elle frappa à une porte. Elle cria: « Ouvrez au comte Roger, bonnes gens. Il a mieux avec lui que son acte de baptême. Il a de la lavande de chez nous, qu'il a cueillie lui-même au jour de nos malheurs. » Les gens sortaient aux portes. Les lanternes luisaient sur les seuils. Le jeune seigneur s'était mis à discourir merveilleusement, Jean le Bourguignon à promettre des ducats. La jeune fille disait: « Suivez-le, je l'ai reconnu, c'est lui. » Beaucoup d'hommes, moins par souvenir de l'ancien maître que par rancune contre le nouveau, s'armaient. Les collines furent bientôt pleines de troupes de paysans. Les bois s'emplirent de lumières qui descendirent vers le château. Au premier rayon du jour, la garnison aperçut toute une foule insurgée qui enveloppait la forteresse, et il y eut un combat, mais si peu long et si peu sanglant que personne ne perdit la vie. Avant qu'il fût midi, le comte Roger était rentré en triomphe dans le château paternel, portant devant lui la touffe de fleurs bleues de la grande tour. Et dans tout le pays, ce fut un dicton qu'on répète encore aujourd'hui. L'histoire du comte Roger en fait foi. Il n'y a point de souvenir parmi les hommes qui durent aussi longtemps que l'odeur d'un brin de lavande. La boîte aux lettres. Nul ne pouvait dire la paix qui enveloppait cette cure de campagne. La paroisse était petite, honnête moyennement, facile à vivre, habituée au vieux prêtre qui la dirigeait depuis 30 ans. Le bourg finissait au presbytère. Le presbytère touchait au préempente qui s'en allait vers la rivière et d'où montait, à la saison chaude, toute la chanson de la terre mêlée au parfum des herbes. Derrière la maison trop grande, un potager entamait le pré. Le premier rayon de soleil était pour lui, et le dernier de même. On y voyait des cerises dès le mois de mai, des groseilles souvent plus tôt, et, une semaine avant l'Assomption, le plus souvent, on ne pouvait passer à 100 mètres de là sans respirer, entre les haies, le parfum lourd des melons mûrissants.
n'allait pas croire que le curé de Saint-Philémon fût gourmand. Il avait l'âge où l'appétit n'est qu'un souvenir, le dos voûté, la face ridée, deux petits yeux gris dont un ne voyait plus, des lunettes rondes et une oreille si dure qu'il fallait faire le tour et changer de côté quand on l'abordait par là. Ah, Seigneur, non, il ne mangeait pas tous les fruits de son verger. Les gamins en volaient leur grande part, et surtout les oiseaux. Les merles, qui vivaient là toute l'année grassement et chantaient en retour de tout leur mieux. Les loriots, jolis passants qui les aidaient pendant les semaines de grande abondance, et les moineaux, et les fauvettes de tout plumage, et les mésanges, espèces pullulentes et voraces, touffes de plumes grosses comme un doigt pendu aux branches, tournant, grimpant, piquant un grain de raisin, et graffignant une poire. Vraies bêtes de rapine enfouies, qui ne savent donner en récompense qu'un petit cri aigre comme un bruit de scie. Même pour elle, la vieillesse avait rendu indulgent le curé de Saint-Philémon. Les bêtes ne se corrigent pas, disait-il. Si je leur en voulais de ne pas changer, à combien de mes paroissiens devrais-je en vouloir aussi? Et il se contentait de frapper ses mains l'une contre l'autre en entrant dans son verger, afin de ne pas être témoin de trop fortes déprédations. Alors c'était une levée d'ailes, comme si toutes les fleurs des herbes folles, coupées par un grand vent, s'étaient mises à voler. Des grises, des blanches, des jaunes, des bigarrées, une fuite légère, un froissement de feuilles, et puis la paix, pour 5 minutes. Mais quelle minute! Songez qu'il n'y avait pas une usine dans le village, pas un métier ou un marteau de forge, et que le bruit des hommes, de leurs chevaux et de leurs bœufs répandus à travers les campagnes, isolés, invisibles, se fondait et mourait dans le frémissement de l'air qui montait tout le jour de la terre chauffée. Les moulins étaient inconnus, les routes peu fréquentées, les chemins de fer extrêmement loin. Si le repentir de ces dévaliseurs de jardin avait duré, l'abbé se serait endormi de silence sur son bréviaire. Heureusement, le retour était prompt. Un moineau donnait l'exemple, un geai suivait. La volière au complet se remettait à l'œuvre, et l'abbé pouvait passer et repasser, fermer son livre ou l'ouvrir, murmurer « Ils ne me laisseront pas une graine cette année ». C'était fini. Aucun oiseau ne quittait sa proie, pas plus que s'il se fût agi d'un poirier taillé en cône, de feuilles épaisses et se balançant en mesure sur le sable de l'allée. Les oiseaux devinent que ceux qui se plaignent n'agissent pas. Chaque printemps, ils nichaient autour de la cure de Saint-Philémon, en plus grand nombre que partout ailleurs. Les meilleures places étaient vite occupées, les creux des arbres, les trous des murs, les fourches à 3 branches des pommiers ou des charmes, et l'on voyait un bec brun comme une pointe d'épée sortir d'une poignée de gros foin entre tous les chevrons du toit. Une année que tout était pris, je suppose, une mésange dans l'embarras avisa cette fente régulière, protégée par une planchette qui s'enfonçait dans l'épaisseur des moellons, à droite de la porte d'entrée du presbytère. Elle s'y glissa, revint satisfaite de l'exploration, apporta des matériaux et bâtit le nid, sans rien négliger de ce qui devait le tenir chaud, ni la plume, ni le crin, ni la laine, ni les écailles de lichen qui couvrent les vieux bois. Un matin, la servante Philomène arriva d'un air furieux, tendant un papier. C'était sous la tonnelle de laurier, au fond du verger. « Tenez, monsieur le curé, v'là un papier, et sale encore. Ils en font des belles. »« Qui donc, Philomène ?»« Vos oiseaux de malheur, tous les oiseaux que vous souffrez ici, ils nicheront bientôt dans vos soupières. »« Je n'en ai qu'une. »« Ont-ils pas eu l'idée de pondre dans votre boîte aux lettres ? Je l'ai ouverte parce que le facteur sonnait, ce qui ne lui arrive pas tous les jours. Elle était pleine, du foin, du crin, des fils d'aragne, de la plume de quoi garnir un édredon, et au milieu de tout ça, une bête que je n'ai pas vue qui siffle comme une vipère. » Le curé de Saint-Philémon se prit à rire, comme un aïeul à qui l'on raconte les frasques d'un enfant. « Ça doit être une mésange charbonnière, dit-il. Il n'y a qu'elle pour inventer des tours pareils. N'y touchez pas surtout, Philomène. »
Il n'y a pas de danger pour ce que c'est beau. » L'abbé se hâta, traversa le jardin, la maison, la cour plantée d'asperges, jusqu'au mur de clôture qui séparait le presbytère du chemin public, et là, d'un effort discret de la main, entr'ouvrit la niche monumentale où la correspondance annuelle de toute la commune aurait pu tenir. Il ne s'était pas trompé. La forme du nid en pomme de pin, sa couleur, la composition de la trame, de la chaîne et de la doublure qui transparaissait l'épanouirent. Il écouta le sifflement de la couveuse invisible et répondit. « Sois tranquille, petite, je te connais. 21 jours d'incubation, 3 semaines pour élever la famille. C'est ce que tu demandes? Tu les auras, j'emporte la clé. » Il emporta la clé, en effet, et quand il eut rempli ses obligations du matin, visite à des paroissiens dans la peine ou dans la misère, recommandation aux messagers qui devaient choisir pour lui des graines à la ville, ascension du clocher dont un orage avait descellé quelques pierres, il se ressouvint de la mésange et songea qu'elle pourrait être troublée par l'arrivée d'une correspondance, la chute d'une lettre en pleine couvée. L'hypothèse était peu vraisemblable. On ne recevait à Saint-Philémon pas plus de lettres qu'on en expédiait. Le facteur n'était guère qu'un promeneur mangeant la soupe chez l'un, buvant un coup chez l'autre, et remettant, de loin en loin, une épître de conscrit ou un avis d'impôt dans une ferme écartée. Cependant, comme la Saint-Robert approchait, laquelle, comme on sait, tombe le 29e jour d'avril, l'abbé crut prudent d'écrire aux 3 seuls amis vraiment dignes de ce nom que la mort lui eût conservé, un laïc et 2 clercs. « Mon ami, ne me souhaitez pas ma fête cette année, je vous le demande. Il me serait désagréable de recevoir une lettre en ce moment. Plus tard, je vous expliquerai, et vous comprendrez mes raisons. » Ils crurent que son œil déclinait et n'écrivirent point. Monsieur le curé de Saint-Philémon s'en réjouit. Pendant 3 semaines, il ne passa pas une fois dans l'encadrement de la porte sans penser aux œufs tiquetés de rose qui reposaient là, tout près, et quand le 22e jour eut sonné, s'étant courbé, il écouta, l'oreille collée aux lèvres de la boîte, puis se redressa radieux. « Ça gazouille, Philomène, ça gazouille. En voilà qui me doivent la vie, par exemple, et ce n'est pas eux qui regrettent ce que j'ai fait, ni moi non plus. » Il avait en lui, tout vieux qu'il fût, des coins d'âme d'enfant qui n'avaient pas vieilli. Or, en même temps, dans le salon vert de l'évêché, au chef-lieu du département, l'évêque délibérait sur les nominations à faire avec ses conseillers ordinaires, ses 2 vicaires généraux, le doyen du chapitre, le secrétaire général de son évêché et le directeur du grand séminaire. Après avoir pourvu à quelques postes de vicaire et de desservant, il opina ainsi. « Messieurs du conseil, j'ai un candidat de tout point excellent pour la cure de X, mais il me paraît convenable de proposer du moins cette charge et cet honneur à l'un de nos plus anciens desservants, celui de Saint-Philémon. Il n'acceptera pas sans doute, et sa modestie non moins que son âge en sera la cause, mais nous aurons rendu hommage autant qu'il est en nous à sa vertu. » Les 5 conseillers furent unanimes dans l'approbation, et le soir même, une lettre partait de l'évêché, signée par l'évêque, et qui portait en post-scriptum « Répondez immédiatement, mon cher curé, ou plutôt, venez me voir, car je suis obligé de faire ma proposition d'ici 3 jours au gouvernement. » La lettre parvint à Saint-Philémon le jour même de l'éclosion des mésanges. Elle fut glissée avec peine par le facteur dans l'ouverture de la boîte, y disparut et resta là, touchant la base du nid comme un pavage blanc au fond de la chambre obscure. Et le temps vint où, sur les ailerons des mésangeaux, les tuyaux bleus tout pleins de sang se garnirent de duvet. 14 petits, piaillant, flageolants sur leurs pattes molles, le bec ouvert jusqu'au-delà des yeux, ne cessèrent, de l'aube au soir, d'attendre la becquée, de la manger, de la digérer et d'en demander d'autres. C'était la première période où les nourrissons n'ont pas d'esprit. Elle dure peu pour les oiseaux. Bientôt, il y eut des disputes dans le nid, qui commença à céder sous l'effort des ailes. On y fit des culbutes par-dessus bord,
les excursions le long des parois de la boîte, des stations près de l'entrée de la caverne par où se glissait l'air du monde. Puis on se risqua dehors. Le curé de Saint-Philémon assista d'un pré voisin avec un extrême plaisir à cette garden party. En voyant les petits apparaître sous la planchette de la boîte aux lettres, 2, 3 ensemble, pour prendre leur vol, rentrer, repartir comme des abeilles à la trappe d'une ruche, il se dit « Voilà une enfance terminée et une bonne œuvre finie. Ils sont tous drus. » Le lendemain, pendant l'heure de loisir qui suivait le dîner, il se rendit près de la boîte, la clé en main. « Toc toc » fit-il. Rien ne répondit. « Je le pensais bien » murmura le curé, et il ouvrit, et, mêlée aux débris du nid, la lettre lui tomba dans les mains. « Grand Dieu » dit-il en reconnaissant l'écriture, « une lettre de Monseigneur, et en quel état? Et depuis quel temps ?» Il pâlit en la lisant. « Philomène, attelez Robin, et vite !» Elle vint voir avant d'obéir. « Et qu'avez-vous, monsieur le curé ? L'évêque m'attend depuis 3 semaines. »« Ça ne se rattrape pas, » dit la vieille. L'absence dura jusqu'au lendemain soir. Quand le curé de Saint-Philémon rentra chez lui, il avait l'air paisible, mais la paix quelquefois ne va pas sans effort, et nous luttons pour la maintenir. Quand il eut aidé à dételer Robin, donné l'avoine, changé de soutane et vidé le coffre où il rapportait une vingtaine de petits colis achetés pendant l'expédition urbaine, il était l'heure où, dans les branches, les oiseaux se racontent la journée. Une pluie d'orage était tombée, des gouttes d'eau pleuvaient encore des feuilles remuées par ces couples de bohémiens cherchant la bonne place pour la nuit. En reconnaissant leur maître et ami qui dévalait l'allée sablée, ils descendaient, voletaient, faisaient un bruit inusité, et les mésanges, celles du nid, les 14 encore mal emplumées, essayaient leur première spirale autour des poiriers, et leur premier cri à l'air libre. Le curé de Saint-Philémon les observa d'un œil paternel, mais avec une tendresse mélancolique, comme on regarde ceux qui nous ont coûté cher. « Allons, mes petites, dit-il, sans moi, vous ne seriez pas ici, et sans vous, je serais curé du canton. Je ne regrette rien, non, mais n'insistez pas, vous avez la reconnaissance bruyante. » Il frappa dans ses mains, impatienté. Et jamais il n'avait eu d'ambition, non, bien sûr. Et en ce moment même, il était véridique. Cependant, le lendemain, après une nuit coupée d'insomnie, causant avec Philomène, il lui dit « L'année prochaine, Philomène, si la mésange revient, vous me préviendrez. C'est incommode, décidément. » Mais la mésange ne revint pas, ni la grande lettre timbrée aux armes de l'évêque. La réponse du vent. Au bord de la mer, les bois de pins du domaine descendaient jusqu'à un promontoire où ils se raréfiaient, s'espaçaient parmi les bruyères et finissaient en un bouquet de vieux arbres, aigrettes vertes et superbes dressées dans la lumière. De là, on voyait les vagues toutes petites, et, même au jour de tempête, elles avaient l'air de moutons blancs. Les goélands passaient au-dessous. Les palombes, quand elles arrivent du large, se posaient dans les branches. Les côtes se repliaient en arrière, et il suffisait de regarder devant soi pour se croire dans une île. Le pays était chaud, car c'était l'extrême midi par où finit la France. Mais le vent soufflait en toute saison, et d'où qu'il vînt, de la terre ou de la mer, rencontrant des rochers, des bruyères et des pins, il chantait, d'accord avec eux qui connaissaient sa main. Un enfant l'écoutait, et voici ce que le vent disait dans les arbres. « Je suis le vent qui n'a pas de route, et je vais par le monde. Toutes les feuilles tremblent quand je passe, toutes les ailes s'appuient sur moi. J'emmène ensemble les voiles blanches et les flots qui les portent. La terre est petite, j'en ai fait le tour, mais elle est belle, et je retourne sans lassitude où je suis allé. Si tu venais, enfant, nous partirions joyeusement. Je te montrerai l'espace pour lequel tu es né comme moi. Tu vivrais parmi les choses toujours nouvelles, dans l'adieu perpétuel et calme des nuées, dont les milliers de gouttes d'eau, tes pensées, mon enfant, reflètent le monde au-dessous d'elles,
et ne tiennent à lui que par le lien fragile de sa beauté qui change. Le petit ne comprenait pas tout, parce que le langage du vent est quelquefois plus profond que les âmes qui l'écoutent. Mais il dit à sa mère, « Je voudrais partir. »« Pour quel pays ?»« Pour tous les pays. »« Qui te l'a conseillé ?»« Le vent qui agite les pins. » La mère ne dit rien. Seulement, dans son inquiétude de voir l'unique enfant s'éloigner, elle crut qu'elle pourrait lutter avec le vent qui parle. Elle donna l'ordre de couper le bouquet de pins, et les troncs abattus, jetés à la mer, faute de sentier praticable, furent attachés à l'arrière d'une gabarre et disparurent, traînés à la remorque comme de gros poissons harponnés et luttants. L'enfant revint sur la falaise. Le vent continua de chanter, plus doucement, il est vrai, dans les bruyères qui poussaient à foison et qui étaient de 3 espèces. La mauve, à fleurs serrées comme le réséda, la rose, dont le calice est allongé, et la grande blanche des marais, qui est la plus capricieuse de forme, arbuste si on la laisse vivre, élégante, élancée, et qui domine l'ajonc même de ses gerbes aiguës. Le vent dans la bruyère blanche disait « Que sont les floraisons de la fer auprès de celles qu'enferme la serre prodigieuse des eaux? Il n'a été donné à personne de parcourir les jardins sous-marins, mais ceux qui se penchent sur le bord des navires ont vu monter des profondeurs et onduler au mouvement des lames qui les couvrent des mousses géantes, des lanières pareilles à des flots de rubans multicolores, des sommets d'arbres d'un violet si doux qu'on ne savait si c'était une végétation venue d'en bas ou un reflet venu d'en haut. Ils ont deviné, au-dessous d'eux, plus de couleurs et de vie que leurs yeux n'en avaient jusque-là retenu. Petit, il est bon de naviguer sur la mer changeante. Il y en a qui ne se sont pas consolés de l'avoir quittée. L'enfant dit « Je veux être marin. » Qui te l'a conseillé? La bruyère blanche. La mère, qui ne vivait que pour son enfant et par lui, s'alarma. Elle fit couper la bruyère blanche, et, de peur que le vent ne parlât encore en glissant sur la roche nue, elle emmena son fils très loin, dans un château d'où l'on n'apercevait que les plis des bois, des moissons et des routes. Car le père autrefois avait été marin, et il était mort d'une surprise du vent, beau parleur dans les pins et les bruyères, mais tueur d'hommes aussi, et traître et sans pitié. Quand elle eut séparé son enfant d'avec le vent de la mer, elle se rassura et pensa. Il est si jeune, il oubliera. Rien ici ne ressemble plus aux grèves, rien ne passe qui ressemble aux voiles, et ma voix sera plus forte que le souvenir, chaque jour affaibli. Il m'aime, il m'écoutera. Je vieillirai près de lui, et il grandira près de moi. Mais nous ne savons jamais par quel filet mystérieux la pensée est ramenée vers le visage des choses qui l'ont tentée, ni quel rappel du passé elle trouve dans le présent. Le petit avait obtenu la permission de rapporter, du premier domaine dans le second, un couple de cygnes qu'on avait lâchés dans une rivière lente, élargie de main d'homme, que des rideaux de peupliers protégeaient tout l'été et couvraient de feuilles jaunies pendant 2 mois d'automne. Chaque matin et chaque soir, il leur portait leur nourriture, et il n'aimait rien tant que de les voir nager, le col droit, les ailes soufflées et rapprochées en berceau de neige. À quoi songeait-il? Un jour, il demanda « Pourquoi ne s'envole-t-il pas ?» Parce que le fouet de l'aile a été coupé. Et s'ils ont des enfants de cygnes, on coupera l'aile aussi aux enfants. Oh, je vous en prie, qu'il y en ait un au moins auquel on ne coupe pas les plumes. Le printemps suivant, il y eut 4 petits cygnes, poilus, qui avaient l'air d'une grosse graine de pissenlit posée sur l'eau. Autour du père et de la mère, ils nageaient parmi les nénuphars, et de loin, le soir, quand ils s'enfonçaient et se perdaient entre les gerbes de roseaux qui hérissaient les berges, on eût dit 2 grands lys épanouis et 4 boutons gris perdus dans le vert des feuilles. Leur promenade était courte. Le plus jeune surtout, sorti de l'œuf 4 jours après les autres, ne ramait pas longtemps, et, si faible que fût le courant, ne pouvait le remonter. Alors, l'un des parents s'arrêtait,
tendait la large patte palmée et la laissait flotter en arrière. Le petit y grimpait, et, un peu soulevé par un mouvement de rejet du grand oiseau, s'aidant des ailes, des pattes, du bec, il se hissait entre les plumes, dans le berceau vivant et chaud qui l'emportait doucement, sans secousse, jusqu'à la cabane établie au bord de la rivière. L'enfant, témoin de ce spectacle, appelait et disait « Mère, venez voir !» Elle venait en deuil, triste et souriante, n'oubliant jamais de regarder l'enfant 2 fois plus longtemps que ce qu'il montrait du doigt. Il ajoutait « Vous voyez, mère, les parents des cygnes les emmènent sur l'eau. Les petits se penchent, et ils connaissent déjà le fond de la rivière, qui est, paraît-il, tapissée d'herbes merveilleuses. Donne-moi la main, André, viens-t'en, viens-t'en. » Elle écartait l'enfant, et, jalouse de la rivière comme elle l'avait été de la mer immense, craintive et poursuivie de la même vision, elle s'en allait avec lui par les sentiers des bois. Elle savait le secret de causer avec les enfants. Elle tâchait d'intéresser à des histoires, à la beauté de la terre, aux travaux des hommes de la campagne, ce blondin qui avait des yeux clairs, sauvages et inquiets comme ceux d'un goéland. Elle n'y parvenait pas. Et peu à peu, elle dut convenir que la santé de l'enfant s'altérait, qu'il dépérissait, et que, trop jeune pour exprimer sa souffrance, il manquait néanmoins de quelque chose. Elle le soignait et ne voulait pas comprendre. Un soir de printemps, à l'heure où on ne regarde plus que d'un seul côté, vers la lumière qui tombe, elle vit le dernier-né de la couvée de cygnes, celui dont on n'avait pas coupé le fouet de l'aile, s'élever tout à coup en criant, et, le cou tendu, avec un bruit de rafale, essayant ses jeunes plumes, faire 2 fois le tour des peupliers. André le vit aussi. « Il va revenir, dit-elle, la force de ses ailes n'est pas assez grande, mais demain il partirait. Je vais donner l'ordre au jardinier de l'en empêcher, ce serait un signe perdu. »« Où irait-il » demanda le petit. La mère hésita un instant et répondit. « Sans doute où le père et la mère ont été élevés. Ils ne sont chez nous que par contrainte. » L'enfant suivit des yeux, avec une émotion silencieuse, l'oiseau qui achevait le second cercle de son vol, et qui, épuisé, rasait la cime des foins comme une grande faux blanche, et soudainement y sombrait, et demeura étendu. Ils rentrèrent. Mais le lendemain, avant que personne au château fût levé, l'enfant courut à la cabane, s'agenouilla dans l'herbe toute mouillée de la rosée de la nuit, et entr'ouvrit la porte que fermait une cheville de bois. 4 têtes encore duvetées passèrent dans l'ouverture, et, au-dessus, un peu en arrière, les becs noirs du père et de la mère sifflaient, tout prêts à mordre. « Viens, toi, le plus jeune, dit l'enfant. Il connaissait les 4 frères, et, sans se tromper, il attira par le col le plus jeune, qui n'avait pas eu l'aile coupée. Il le serra contre lui, tandis que les grandes ailes blanches battaient l'air, et, sous les plumes, avec beaucoup de mal et de temps, il parvint à fixer un papier plié, long et mince, assujetti par un brin de fil. Quand la lettre fut solidement attachée ainsi au corps de l'oiseau, il écarta les bras. « Tu me rapporteras la réponse, dit-il. Envole-toi. » Le cygne marcha quelques pas en roulant, se secoua, s'étira, et, regardant le ciel, battit l'air de ses 2 ailes étendues. Il monta en tournant. Les autres criaient et couraient désespérément. Il monta au-dessus des arbres. Le rose de la lumière matinale illumina son ventre. Il plana, cherchant sa route dans le cercle de prairies et de bois dont la cabane était le centre. Puis il piqua au sud, décrut rapidement, diminua jusqu'à ne plus être qu'un petit trait blanc dans l'azur, et disparut. « André, André !» La mère, inquiète, appelait son fils. Il courut à elle, pâle, triomphant, remué dans l'intime profondeur de son âme jeune. « Regardez, dit-il. » Elle ne dit rien. « Il s'est enfui par là, dit l'enfant, et par là, c'est la mer. J'en suis sûr à présent. » Elle pensa qu'elle avait un fils bien extraordinaire, bien impatient du nid et bien difficile à garder.
Sa tendresse s'émut et pleura. Le petit devint plus pâle de jour en jour, parce que, de jour en jour, il attendait la réponse qui ne venait pas. Il avait écrit et confié au cygne cette lettre au vent de la mer. « Vent de mer, qui m'a parlé, je t'envoie le 4e de mes cygnes, qui n'a pas eu le fouet de l'aile coupée. Je ne t'entends plus jamais. Je veux que tu saches où je suis, afin que tu viennes et que je t'entende de nouveau, et que ma mère t'entende aussi. Dis-lui que je veux être marin sur la mer, que je mourrai si elle me refuse. Mais si elle t'écoute, vent de mer, rapporte-moi mon cygne, et je comprendrai par là qu'elle veut bien. » Il se passa une semaine, après laquelle l'enfant fut pris de fièvre. Le temps était devenu mauvais, et les nuages glissaient confusément, gris sur gris, emmêlés, les uns lâchant leur pluie et d'autres se déchirant tout à coup pour laisser descendre un rayon de soleil chaud. Dans le parc, entre les averses, la mère entraînait l'enfant. « Laissez-moi écouter, disait le petit, et écoutez vous-même. » Elle secouait la tête, désespérée, et elle n'écoutait que son chagrin qui pleurait au-dedans d'elle. Les herbes ployaient. Des feuilles, arrachées par la rafale, couraient au ras du sol. À mesure que l'après-midi s'avançait, la tempête augmentait. Et tous les bruits accoutumés se perdaient et mouraient dans le grondement des chênes que le vent ébranlait jusque dans leurs racines. Les branches mortes craquaient, les troncs fendus des souches sifflaient. Toutes les frondaisons hérissées et couchées des grands arbres avaient l'air d'oiseaux blessés, renversés sur le dos, et qui luttent en détendant parfois leurs griffes pour attaquer. « Écoutez, reprenait l'enfant, dont les yeux brillaient, c'est lui. »« Qui donc, mon André ?»« Le vent de là-bas. Il a reçu ma lettre, il vient, peut-être qu'il va répondre. » Et il se penchait pour voir, entre les feuillets ou dans l'ouverture des avenues, du côté du sud, les deux ailes en croissant qui l'attendaient toujours. La mère se sentait au cœur une pitié sans borne pour l'enfant malade. Elle s'efforçait de le calmer, de se faire une voix plus aimante encore que de coutume pour dire « Laisse là tes idées folles, mon petit, ne pense pas, ne parle pas. Promenons-nous et respirons la dernière heure du jour. Il te faut le grand air, mais ne t'agite pas. Viens. » Le soir, elle le coucha, et le petit fut pris d'une fièvre ardente. Comme elle le veillait, un domestique entra. « Madame, c'est monsieur le comte de Rial, le voisin de campagne de madame, qui demande à être reçu. »« À cette heure-ci ?»« Il paraît que la chose est pressée, madame. » Un homme, en vêtements de voyage, monta, pénétra dans la chambre sur la pointe du pied et, inclinant sa grande barbe, « Comment va-t-il » ? Très abattu, plus souffrant que jamais. « Pardonnez-moi, dit le voisin, qui tendit un paquet enveloppé de journaux. J'ai tué ceci sur mon étang. Regardez sous l'aile de l'oiseau, vous comprendrez peut-être mieux. » Il se retira aussitôt. La mère développa le paquet et trouva le corps du cygne qu'elle reconnut. Vite elle allongea les bras, tenant les ailes par leurs extrémités, et, au-dessus du corps abandonné, les ailes s'étendirent. La lettre tomba, toute mouillée, lisible encore. « Lisez, mère, car le petit dort. Lisez promptement, car il a la fièvre. Songez, car les remèdes qui guérissent les autres n'ont rien fait pour votre enfant. » L'enfant dormit, et la mère veilla toute la nuit. Au premier rayon du jour, André ouvrit les yeux et poussa un cri. « Ah, dit-il, voilà mon cygne, et il est mort. » L'oiseau était couché sur le tapis, près de la fenêtre. Mais la mère déjà avait enveloppé l'enfant dans ses bras, et elle disait « Ne t'agite pas, ne crains rien, il est mort de fatigue en arrivant, parce que la mer est loin. »« Non, non, le vent me l'a renvoyé mort, parce que la réponse est mauvaise. » Elle s'écarta du lit, sourit à l'enfant de toute la force de son amour qui s'immolait pour lui, et murmura « Tu te trompes, mon André, le vent a écrit la réponse. »« Mère, le vent n'écrit pas. »« Qu'en sais-tu, mon petit ?» Elle alla prendre l'oiseau blanc, l'étendit sur la couverture de soie, et, sous l'aile blanche, à la place de la lettre,
l'enfant aperçut une feuille de chêne percée de menus trous, comme à coups d'épingle. Il saisit la feuille, la présenta au jour, et tout le sang de son corps chétif afflua au visage, parce que le petit venait de lire 3 mots, 3 humbles mots, mais qui renfermaient toute une vie. Oui, mon André. Le grenadier de la belle 9e. Mon grand-père maternel, le grand-père de votre bonne Perrette, mes enfants, était né en Provence, et c'est pourquoi je vous raconte quelquefois des histoires de ce pays-là. Il lui manquait un peu de taille pour être ce qu'on appelle un bel homme, mais il était bien tourné, joli comme une poupée, adroit de la parole et des mains, et gai comme personne ne l'est dans les contrées où il pleut souvent. La misère pourtant ne lui avait pas manqué. Il aimait, sur le tard de sa vie, à nous répéter ce qui lui était arrivé au temps de la Révolution, lorsque les levées de soldats, chose nouvelle alors, l'amenèrent brusquement, lui, homme de la plaine chaude, gardeur de moutons et de chevaux, sur la grande montagne nommée le mont Cenis, qui regarde le pays italien. Là, des détachements de l'armée de Kellermann campaient dans la neige et la boue, mal abrités dans des fortins construits à la hâte, et attendaient l'ordre de se jeter sur la terre promise. Vétérans des anciennes armées, volontaires, recrues, ils parlaient tous les patois de France, et juraient dans tous les dialectes contre le froid, l'abandon où on les laissait, et l'ordre de descendre qui ne venait pas. On les habillait comme on pouvait. Ils avaient des cheveux de toutes les coupes, et on voyait encore des gradés qui les portaient en cadenettes, comme au temps du roi Louis XVI. 2 compagnies, l'une de fusiliers, l'autre de grenadiers, habitaient depuis 6 mois la montagne, lorsque mon grand-père dut les rejoindre. La garnison n'était pas enviable. Des taudis en maçonnerie et en planches occupaient, à plus de 1000 mètres en l'air, l'extrémité d'une pointe de rocher. Un petit champ de manœuvre les séparait de la pente formidable où cette saillie étroite était soudée, comme une verrue. Pour horizon, du côté de la montagne, une muraille pierreuse, éboulée par endroits, sans herbe, au flanc de laquelle un chemin s'élevait en se tordant. De l'autre côté, un gouffre, une plaine tout en bas qui paraissait petite et qui se ramifiait et aboutissait à des couloirs sombres, à des vallées hautes couvertes de prés et que dominaient des cimes lointaines. Les soldats disaient que c'était la route d'Italie. Ils le savaient pour l'avoir regardée chacun pendant bien des heures. Aucune vie en dehors du campement. Aucun mouvement et aucun bruit d'hommes ou de troupeaux. Tout le monde avait peur des Français, même en France. Eux, ils s'ennuyaient. Quand un aigle volait en rond à l'heure de l'exercice, la garnison levait la tête. Or, un jour d'avril, une file de nouveaux soldats monta là-haut. Ils arrivèrent le cœur gros, épuisés de fatigue, étonnés douloureusement de la rudesse des sous-officiers qui conduisaient la colonne et de la morne tristesse de l'Alpe sans forêt. Jean Mérargue, mon grand-père, par erreur peut-être, avait été affecté à la 9e compagnie, qui était celle des grenadiers, presque tous vieux soldats, et fiers d'avoir déjà fait la guerre et pillé des villes. Quand il entra dans le terrain de manœuvre tout boueux, piétiné, balayé par la bise, le sergent de l'escouade le présenta au sergent Bourrieux, et, riant dans sa barbe, « Sergent, une recrue pour vous. Vous revient-il, celui-là » Le sergent se trouvait au milieu d'un groupe d'hommes qui l'écoutaient avec des rires d'approbation. Il se tourna, épais sous ses habits bleus, ses fortes jambes gonflant ses guêtres blanches, le bonnet à poil sur l'oreille. « Ça, pour moi ?»« Oui, sergent. »« En voilà un freluquet. Est-ce que tu sais marcher sur la neige, mon garçon ?»« Non, sergent. »« En as-tu même vu de la neige ?»« Non, sergent. »« Eh bien, tu en verras. D'où es-tu ?»« De la Camargue. » Le sergent considéra un moment le petit conscrit pâle, les yeux vifs, la moustache noire toute fine, cambrée dans sa veste courte et maigre de la maigreur nerveuse des gens du Midi. « Tu en as bien l'air. À l'habillement. Et filons. Je t'apprendrai le métier, va. Et si tu ne t'y mets pas... »
Il se retourna vers les hommes en haussant les épaules. C'est dégoûtant tout de même d'envoyer des hommes comme ça aux grenadiers, un air de danseur. Les autres approuvèrent et déclarèrent que le recrutement n'y entendait rien. Le sergent Bourrieux n'était pas un méchant homme, mais sa double qualité de montagnard et de gradé lui donnait à ses yeux une importance considérable. Il n'aimait ni les gens maigres, ni les gens de la plaine. Au retour des marchés ou des manœuvres, il ne manquait jamais de dire qu'il recommencerait volontiers l'étape. Sa force était proverbiale, et aussi la haine qu'il portait aux piémontais. Le soir tomba vite. L'ombre des pics éloignés ensevelit le fort, et, sur le menu triangle si haut perché dans les airs, il n'y eut plus d'autre signe de vie que la lueur de la lanterne du poste, veillant au pied de la falaise noire. À cette même heure, les sentinelles postées sur les remblais, en se penchant au-dessus du vide, n'auraient aperçu dans la vallée aucun feu de chalet ou de ferme. Seuls, très loin, des petits points rouges semés dans les montagnes rappelaient la position des troupes piémontaises. Les étoiles criblaient le ciel. Mérargue, après avoir passé 1 heure à contempler cette ombre que traversait le vent glacé venu d'Italie, 1 heure rapide et la meilleure de la journée, parce qu'il était libre d'être triste et de se souvenir, se leva en hâte à l'appel d'une sonnerie de clairon. Par une ruelle, entre 2 casemates, il se faufila. Les fenêtres avaient des reflets tremblants. En approchant de sa chambre, il entendit des rires. Les hommes, groupés autour de la table, examinaient un objet qu'ils se passaient de main en main. « C'est à lui, ça ?» ?»« Oui, figure-toi, trouvé là, dans le portefeuille, entre 2 chemises. »« Une écriture de femme. »« Bien sûr, tu vois, un papier à fleurs. »« Encore, si c'était une lettre, dit le sergent d'un air de suffisance, je comprendrais. Je puis dire que j'en ai reçu des lettres et de bien des écritures, que vous tous ici vous ne liriez pas. Mais ça, une page de prière, ah bien non, c'est la première fois. » Mérargue se pencha. Il reconnut une petite feuille pliée en 4 qu'il avait cachée précieusement dans la poche de son portefeuille. Les soldats avaient dénoué le foulard qui enveloppait le linge et la paire de souliers, la pelote de fil, le couteau à virole, pointu comme un stylet, que la mère avait empaqueté au départ. Tout était dispersé, roulé entre leurs doigts sales. Le sergent tenait la feuille ouverte. Mérargue ne s'occupa pas du reste. Il s'avança vers lui, blême de cette colère subite et folle du midi qui jette les hommes l'un contre l'autre. « Rendez-moi cela !» dit-il. « Ha ha !» crièrent les autres en se détournant. « C'est lui, Mérargue. Paraît qu'il y tient à l'objet. » Il s'était précipité en avant, écartant les camarades qui entouraient la table, et, emporté par l'élan, avait saisi en l'air de l'autre côté le bras du sous-officier. « Rendez-le-moi !» « Doucement !» dit le sergent, qui, d'un tour de poignet, se dégagea. « Doucement, l'homme, nous allons régler l'affaire. Tu n'entends pas la plaisanterie à ce que je vois. »« Pas celle-là, » fit Mérargue, que 2 soldats avaient saisi et maintenaient. « C'est lâche ce que vous faites. »« Tu dis ?»« Je dis que c'est lâche, » répondit Mérargue, les yeux fixés sur Bourrieux, dont l'épais visage s'empourprait. « Eh bien, d'abord, mon joli garçon, dit le sergent, je vais lire le billet pour amuser la chambrée. » Il prit la petite feuille ornée d'une guirlande peinte, un papier de fête acheté dans un village, et, avec de grands gestes que les soldats trouvaient drôles, jurant après chaque phrase, en guise de commentaire, il lut. Prière aux 3 Saintes Maries. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie Madeleine, la pécheresse, et l'autre Sainte Marie, toutes 3 ensemble, ayez pitié des enfants de Provence qui s'en vont au loin, gardez-les de tout péril, ramenez-les au pays. Et au bas, à Jean Mérargue, pour qu'il la porte toujours sur son cœur et la dise chaque soir. Le Mas des Pierres, 1er avril 1795. Des huées accueillirent la lecture. Il semblait que tous ces hommes fussent pris d'une sorte d'émulation d'impiété dans ce milieu de la chambrée commune où le soldat n'est jamais tout à fait lui-même. Quand le concert d'apostrophes se fut calmé, Bourrieux replia le billet et le mit dans la poche de son habit. « Maintenant, dit-il, c'est moi qui le confisque le billet. Ça n'a pas cours ici,
et pour t'apprendre à parler au chef, tu seras au rapport de demain matin, mon garçon, avec le motif. » Les camarades regardèrent avec un peu de pitié cette fois Mérargue, dont la colère était tombée, et qui ne comprenait pas. « Emmenez-le, » dit Bourrieux. 2 hommes emmenèrent le conscrit. Mérargue passa la nuit dans une cabane qui servait de prison. Comme d'ordinaire, au rapport du lendemain, la punition fut changée en 8 jours de prison par le capitaine, qui était un soldat de fortune de l'ancien régiment de Picardie. Depuis lors, il y eut une inimitié établie entre le sergent et Mérargue. Elle prenait toutes les formes, celles surtout des petites vexations qu'un chef, particulièrement un sous-officier, peut infliger à ses hommes. Quand une corvée se présentait, Mérargue était désigné 3 fois sur 4 pour la faire. « Pas de chance, » disaient les camarades, qui n'avaient pas tardé à reconnaître que le Provençal valait autant qu'un Béarnais ou qu'un Limousin. Comme tout finit par se savoir, on avait deviné que la prière enguirlandée avait été donnée à Mérargue par une jeune fille du Mas des Pierres, voisin de la ferme du conscrit. Bourrieux en avait profité pour affubler le nouveau soldat d'un surnom féminin. Il l'appelait la Promise. À l'exercice, le sergent, qui se connaissait en beaux alignements, clignait l'œil gauche et gravement rectifiait les positions. Numéro 3, ouvrez le pied droit. Numéro 4, effacez les épaules. Numéro 7, rentrez le ventre. Comment tenez-vous votre fusil, numéro 11? Est-ce que c'est un balai? Mais en passant devant Mérargue, si le lieutenant avait le dos tourné, il disait « Voyons, la Promise, n'aie donc pas l'air si bête. C'est pas dans la théorie. » Et il regardait, en se pinçant les lèvres, le gros rire silencieux qui courait sur les 2 rangs de la section. Pour un bouton mal cousu, pour une tache sur la buffletterie, Mérargue était rabroué, tandis que d'autres, moins bien astiqués et moins bien tenus, défilaient sans recevoir la moindre observation sous l'œil partial du sergent. Pendant les marches, très dures pour un jeune soldat nullement accoutumé aux routes de montagne, Mérargue se sentait aussi constamment observé par Bourrieux, qui ne permettait pas aux hommes d'être fatigués, de trouver le sac lourd, le froid piquant ou le chemin difficile. Là-dessus, le sergent avait l'intolérance des gens robustes qui ne supportent pas qu'on se plaigne autour d'eux quand ils sont bien portants. Et s'il y avait un retard dans l'étape, il ne manquait jamais de dire « Que voulez-vous, avec des petites filles comme celles qu'on nous envoie maintenant? Soyez donc exact. » Cependant, Mérargue était un brave petit soldat, point bête, débrouillard même, et bon camarade. Après quelques semaines, il avait pris son parti de la caserne et fait des amitiés. Il eût donné cher pour rattraper l'injure qu'il avait dite au sergent le premier jour. Il s'appliquait, s'ingéniait à donner à son fusil ce que Bourrieux avait appelé devant lui le double poli des vieux grenadiers. Et il fut mort sur place plutôt que d'avouer la fatigue dans les promenades militaires. Mais les anciens gradés ne sont pas faciles à attendrir. Bourrieux ne désarmait pas. Les hommes disaient « Il est comme ça. Quand il a pris quelqu'un en grippe, ça ne change plus. T'en as pour toute la campagne, mon pauvre gars. » Bah, on se fait à tout, et Mérargue ne pensait plus avec tant d'amertume à sa ferme de la Camargue. L'automne commençait. Le matin, quand on traversait les cours du fort, la terre était dure. Par-dessus les glacis, dans le cercle des montagnes, çà et là, les sapins se poudraient de blanc. Dans la journée, si la compagnie sortait, elle trouvait les chemins détrempés, le vent glacial, et les marches se faisaient plus pénibles malgré l'habitude. Un matin, au réveil, le bruit courut qu'un détachement devait se rendre sur un col des Alpes, où passait la ligne frontière. Un col, c'est beaucoup dire. C'est plutôt, à une altitude si élevée que l'ascension ne peut se tenter que par les beaux jours, une coupure dans les rocs dressés en aiguille et presque toujours voilés de nuages. Les soldats, qui ont une géographie à eux, nommaient cet endroit la rencontre, parce que plusieurs fois il leur était arrivé de rencontrer là des compagnies piémontaises, venues de l'autre côté de la frontière. Leur amour-propre, les rivalités aiguës des troupes de même arme appartenant à 2 nations voisines et sûres d'une guerre prochaine, faisaient de ces occasions des événements dont on parlait, auxquels on se préparait. Les chefs se saluaient de chaque côté de la frontière, avec une courtoisie réservée de généraux d'armée.
Il venait au lieutenant des mots de couleur héroïque. Aucun n'aurait voulu s'asseoir. Malgré la lassitude, il ne cessait d'inspecter la formation des faisceaux, causait avec le soldat, veillait à la distribution des vivres et lorgnait complaisamment les hauteurs et les vallées, en homme qui ne perdent pas une occasion d'étudier le terrain. Les soldats, eux, quand les officiers laissaient faire, et malgré les perpétuelles fanfaronnades à l'adresse du voisin, ne tardaient pas à lier connaissance. Il y a quelque chose qui rapproche les soldats de toute race, même à la veille des batailles. On riait des patois étranges qu'inventaient les Français pour se faire comprendre des Italiens, et les Italiens pour se faire comprendre des Français. Quelquefois, une gourde passait la frontière et revenait accompagnée de Grazitantes ou de merci. Casques d'un côté, bonnets à poil de l'autre se rapprochaient et semblaient de loin composer une même foule. Pourtant, ils ne se mêlaient pas. Les soldats ne mettaient pas le pied sur le territoire étranger. Leur camaraderie demeurait superficielle. Les caporaux et les sergents restaient à l'écart. Les officiers ne déridaient pas tout le temps de la halte. Et quand sonnait le départ, l'entrain des hommes à courir au faisceau, la correction voulue de leurs mouvements, l'attitude martiale que les moins chauvins se donnaient, l'éclat inusité des commandements, tout, jusqu'à l'accent provocateur des clairons, le pavillon tourné vers la frontière disait « Si la guerre éclate demain, avec quel plaisir nous échangerons des balles !» Comme il y avait à peu près égale distance entre les forts où les hommes des deux nations étaient cantonnés et le col de la rencontre, c'était une déception et comme une blessure d'orgueil pour celui des deux détachements qui arrivait le second. 2 fois de suite, les Français avaient trouvé les Piémontais faisant bouillir la soupe. Une revanche s'imposait. « Dépêchons, dit Bourrieux, un matin, en pénétrant dans la chambre où s'agitaient des bras et des jambes enfilant des vêtements bleus. Nous sommes commandés décidément pour la rencontre. J'espère que nous allons enfoncer les macaronis s'il leur prend la fantaisie d'y venir. » En peu de minutes, les sacs furent bouclés, sanglés, les fusils enlevés du râtelier, et une 50aine de soldats s'alignèrent dans la cour, attendant le lieutenant. Il faisait très froid. Les nuages gris, rayés de blanc pâle, semblaient immobiles. On sentait, les hommes se taisant, que le silence s'était encore accru autour du fort, comme il arrive dans les temps de neige. Et, en effet, des volontaires relevés de garde venaient de raconter que tous les sommets, à moins de 100 mètres au-dessus des cantonnements, étaient couverts de neige. L'officier, debout sur le talus dominant le gouffre de la vallée, observait l'horizon. On voyait sa silhouette svelte et cambrée se dessiner sur le bas du ciel. Il descendit en courant, s'enfonça dans une tranchée, et reparut le teint animé. « Je crois, ma parole, que les voisins vont faire aussi une reconnaissance. Il y a déjà une colonne partie sur la gauche. En avant !» Et les jambes nerveuses des grenadiers, tendant les guêtres blanches, commencèrent à monter la pente. Les hommes étaient de belle humeur. Le froid les stimulait à marcher, et aussi le désir de devancer les soldats de l'autre pays. « Nous allons leur jouer le tour, disait-il. »« Pourvu que la neige soit aussi tombée de leur côté, » répondaient quelques-uns. Bourrieux déclarait qu'au train dont on marchait l'affaire était sûre, et que la neige ou rien, c'était la même chose pour un grenadier. « Il n'y a que les petites filles pour avoir peur de la neige, » concluait-il en regardant Ménargue. À peu de distance du fort, la route se trouvait semée de plaques blanches, espacées, très minces, et dont le vent avait strié la surface de milliers de petites raies, comme un passage de flèches. Le lieutenant allait devant et causait avec l'adjudant. Ses hautes jambes avaient une régularité d'allure mécanique. La troupe, derrière lui, ondulait sur le terrain pierreux, un plateau accidenté, bordé de formidables murailles, et devant lesquelles se dressait l'aiguille dentelée du col de la rencontre. Au-dessus des rangs flottait, au bout d'un fusil, le guidon du bataillon. Bientôt, la couche blanche devint continue. Le pied glissait sur les éclats de roche. L'air plus rare, la neige moulée sur le soulier et soulevée avec lui, rendait la marche plus rude. Les nuques hâlées des hommes se gonflaient de sang. Les conscrits d'un coup d'épaule essayaient de redresser le sac mal assujetti.
Les vieux eux-mêmes commençaient à lever les yeux vers la déchirure de la frontière, avec cette sorte d'inquiétude de ne pouvoir atteindre le but que connaissaient les voyageurs. Personne ne faiblissait. Mérargue, qui avait de la voix et de la mesure, chantait un air de caserne que ses camarades reprenaient en chœur. « Nous arriverons, » disait l'officier. Le détachement arriva, en effet, un peu avant 10 heures du matin au col de la rencontre. Mais les Piémontais l'avaient encore une fois devancé. Une compagnie entière barrait la frontière d'une ligne de faisceaux qui luisait sur la neige. Les Français étaient furieux. Le lieutenant tensait les sous-officiers qui n'avaient pas su, disait-il, faire lever leurs hommes. Les sous-officiers grognaient les soldats. Bourrieux demandait qu'on lui permît, une autre fois, de choisir une section de vrais marcheurs, rien que des montagnards, pour les mener à la rencontre. Tous auraient voulu trouver une démonstration quelconque, une vengeance à tirer de cette humiliation répétée pour la 3e fois. Il n'y avait rien de mieux à faire que de manger le pain apporté de la redoute. Les hommes déposèrent le sac et s'installèrent, par petits groupes, sur les arêtes de rochers qui crevaient par plaques noires le grand linceul blanc. Pas un ne fraternisa avec les Piémontais. L'officier avait recommandé la halte à 200 mètres de la frontière. Entre les deux détachements s'étendait un espace immaculé que pas un pied humain n'avait foulé, et qui montait jusqu'à la frontière. Au-delà, le sol déclinait sur le versant italien, et l'on n'apercevait guère, de la compagnie rivale, que la pointe des baïonnettes croisées, les casques à revers gris, et le capitaine assis sur un bloc de moraine. Le vent glacé soufflait de l'Italie, et des deux côtés de l'étroit défilé, encombré de pierres d'éboulement, les deux murailles se dressaient. 2 tranches de marbre nu venaient de noir et de jaune, sans une saillie, sans un arbre. Par-dessus, une couche épaisse de neige couvrait les pentes, qui formaient comme un toit aigu de 300 mètres de hauteur. Personne n'avait jamais entrepris de monter jusqu'au pignon. Les chamois s'y montraient quelquefois, gros comme des mulots, flairaient l'abîme et disparaissaient au galop. Les haltes n'avaient rien de réjouissant dans ce couloir de montagne, mais les soldats avaient besoin de repos. Les ordres donnés au lieutenant disaient 1h30 de halte. La moitié du temps fixé s'était écoulée. Bourrieux, en réunissant la section qu'il commandait, demanda « Où est Mérargue ?» Personne ne répondit. « Où est Mérargue ?» répéta le sergent. « Est-ce qu'il a passé à l'ennemi ?» Quelques-uns détournèrent la tête en riant. Un d'eux la leva et poussa un cri en désignant la muraille de droite. Tout le monde regarda. Au sommet de la montagne, sur la neige, on distinguait la silhouette d'un homme. Il avait dépassé l'arête médiane et se tenait debout au bord du précipice du côté piémontais. Au-dessus de sa tête, il brandissait un fusil qui paraissait ténu comme un fil et qui se détachait en plein ciel, terminé par un petit drapeau. « Le guide du bataillon, » dit Bourrieux. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Des interrogations se croisaient, d'un groupe à l'autre. Bientôt, elles se fondirent en un cri qui monta vers la cime blanche. « Bravo, bravo !» Le soldat, là-haut, entendant la voix de ceux de la France, agitait le guidon tricolore en demi-cercle au-dessus de sa tête. « Abbasso il Frances !» criaient les Piémontais. « Abbasso !» Ils tendaient les poings vers cette minuscule silhouette qui les narguait sur un coin de neige à eux. Et l'on vit leur capitaine s'avancer vers le lieutenant français pour demander des explications. Pendant qu'il causait, l'homme disparut. On ne s'occupait plus que de lui. Les injonctions des sergents n'étaient plus écoutées. Une sorte de fièvre avait saisi les hommes, la joie d'une revanche accomplie. Ils s'interrogeaient. « Qui est-ce » Mérargue. Le conscrit, le provençal. Oui donc, il a pris le guidon. Personne ne l'a vu. Il est monté seul. Oui. Par où? Sans savoir, il doit avoir de la neige aussi haut que lui. Un luron, pour sûr. Et les autres qui l'appelaient petite fille. C'est tout de même joli, disait Bourrieux. Je n'aurais pas cru cela de la promise. Les soldats de l'autre bord ne sont pas contents. Il était content, lui, ému d'orgueil pour sa section.
Il mesurait de l'œil la formidable montée qu'il avait fallu gravir, et il pensait à l'audace de ce coup de tête. Fier toupet, conclut-il, il va être puni. Eh bien, vrai, je voudrais la faire, sa punition. Oh, ça ne sera pas grave, répondit un homme. Une demi-heure plus tard, les Piémontais étaient partis, de peur d'un conflit possible et sur la promesse du lieutenant que le soldat serait puni. Du côté français, on attendait Mérargue, mon vieux grand-père, car c'était lui. Il arriva, étourdi par le froid, mouillé par la neige jusqu'à la ceinture, embarrassé d'avoir à se présenter devant ses chefs, maintenant que son idée folle avait eu trop de succès. Il avait toujours le guidon au bout de son fusil. L'officier se porta vivement vers lui et arracha le drapeau. « Qui vous a permis de monter là-haut et d'emporter ceci » demanda-t-il. Mérargue ne répondit pas. « Vous serez signalé demain au général. Avec des gaillards de votre espèce, nous aurions la guerre avant que la République ne l'ait voulu. » Il levait son cou maigre, tout le corps raide et sanglé, les yeux seuls baissés vers le soldat qui semblait tout petit près de lui. Mais, quand Mérargue se fut éloigné, à peu près indifférent à cette fin prévue de l'aventure, le lieutenant se dérida, et les hommes les plus proches l'entendirent qui murmurait. « Un brave, tout de même. » Il donna de suite l'ordre du départ, car le temps réglementaire de la halte était dépassé, et les nuages, fondus en une seule masse grise, s'abaissaient rapidement. Au tiers du retour, la neige recommença à tomber. La descente des montagnes est plus rude encore que la montée. Les soldats trébuchaient, fatigués par une marche déjà longue, par les flocons que le vent leur soufflait au visage, enfonçant jusqu'aux jarrets dans la couche molle qui s'épaississait sans bruit. L'officier, craignant une tempête comme les jours d'automne en amènent souvent, faisait presser le pas. Ils allaient 2 ou 3 de front, en longue file, et derrière eux, en 1 minute, le chemin redevenait uni, sans une trace de leur passage. Ils ne chantaient plus, et se parlaient à peine pour se prévenir quand l'un d'eux, du bout du pied, heurtait une pierre invisible. Bourrieux s'était mis derrière Mérargue, en dehors du rang, sur la gauche. Il allait, une main dans son habit, le fusil à la bretelle, insouciant de la neige qui doublait ses fortes moustaches d'un ourlet blanc. De temps en temps, il regardait le Provençal, auquel ses vêtements, raidis par la glace, gelaient sur le corps. Le voyant pâlir, il lui tapa sur l'épaule. « Est-ce que tu n'as pas mangé, Mérargue ?»« Non, sergent. »« Tiens, bois un coup de rhum, ça te remettra. Tu n'es pas tout rose, tu sais. » Sans s'arrêter, l'homme but au bidon de Bourrieux, tandis que les camarades échangeaient un coup d'œil d'étonnement, car ce n'était pas un fait ordinaire de boire le rhum du sergent. La descente continua, silencieuse, sous la neige exaspérante. On tournait une arête de montagne, puis une autre, indéfiniment, avec un précipice d'un côté, des nuages lourds au-dessus de la tête, et cette impression singulière, quand on ouvrait les yeux, d'un grand écran couleur de fumée cachant tout le ciel, tout l'horizon très voisin de soi, et devant lequel tombait la neige en tourbillons aveuglants. Les soldats n'avaient qu'une pensée qui les soutenait, gagner le fortin, ou au moins retrouver la route carrossable établie pour l'artillerie et où la marche serait moins fatigante. Il s'en fallait de plus d'1 kilomètre encore que le sentier débouchât sur la route. Le détachement traversait un espace libre entre 2 bouquets de sapins, et qui était une prairie pendant la belle saison. Tout à coup, les soldats qui marchaient à côté de Bourrieux s'écartèrent d'un bond. Un homme roulait à terre devant eux avec un bruit d'acier heurté, et demeurait immobile, la face dans la neige. « Mérargue » dirent-ils. Le sous-officier le prit par le bras. « Allons, dit-il, ça n'est rien, levons-nous. » Mais il aperçut, en le soulevant, le visage de Mérargue, raidi par le froid et pâle comme la neige, et comprit que c'était grave. Le lieutenant accourut, considéra le petit soldat, lui frappa dans les mains, le secoua, l'appela, et n'obtenant pas de réponse, ni le moindre signe de connaissance, haussa les épaules. « Je ne peux pourtant pas l'attendre une seconde fois, celui-là. Il fait un temps de chien. Où le mettre, ce Mérargue ?»« Mon lieutenant, dit un clairon venu à l'aventure, il y a une cabane. »
Où cela? Au bout des sapins. Le lieutenant se détourna vers le sergent. Bourrieux, dit-il, prenez le clairon avec vous et conduisez Mérargue à la cabane. Vous ferez du feu. Oui, mon lieutenant. Et si vous n'êtes pas rentré à 6 heures, j'enverrai le médecin et une civière. Le détachement disparut au tournant de la pente. Bourrieux et le soldat prirent Mérargue par les épaules et par les pieds et montèrent en diagonale vers l'extrémité du bois de sapin. Au milieu de la petite vallée, la neige s'était amassée. Ils s'enfoncèrent comme dans une rivière qu'on passe à gué, gagnèrent le versant opposé, et bientôt les derniers arbres qui penchaient leurs branches jusqu'au sol. La cabane était là, un abri de berger composé de 4 murs de terre coiffés d'un toit de bruyère. Ils poussèrent la porte, et sur un reste de paille entassé à gauche et retenu par 2 planches, le lit du propriétaire, ils déposèrent Mérargue. Le clairon courut aussitôt chercher du bois mort dans la sapinière, pendant que Bourrieux rapprochait, sur la pierre servant de foyer, des tisons que le vent avait pelés de leurs cendres, et des bras de bruyère et de paille épars çà et là. Il y mit le feu hâtivement, et revint à Mérargue. Toujours d'une pâleur de mort, le pauvre petit soldat, toujours la même figure serrée dans l'invisible étau du froid qui l'avait saisi. Il avait la tête appuyée au mur, tout près de la porte, et les pieds vers le feu, qui fumait un peu et ne flambait pas. Le sergent déboutonna le gilet, enleva le baudrier, et, avec un peu de rhum versé dans le creux de la main, commença à frotter les tempes et les joues de Mérargue. Bien qu'il fût dur au mal pour les autres et pour lui-même, habitué aux accidents de montagne, peu expansif de sa nature, cela lui faisait quelque chose de se savoir seul dans cette cabane, courbé au-dessus de cet homme qui, depuis 20 minutes, ne remuait plus. Surtout, il se reprochait de l'avoir méconnu, taquiné plus que de raison, et d'être cause au fond de cette imprudence folle. Car, si on ne l'avait pas appelé petite fille, gringalet et le reste, il n'aurait pas eu l'idée, le pauvre garçon, d'aller planter le guidon français à 300 mètres en l'air, dans la neige et l'air glacé. Faut être brave tout de même, murmurait Bourrieux. Ce que ça faisait plaisir de le voir là-haut, les bras en l'air, et tous les pieds montés furieux, criant comme des perdus. Et il frottait plus dur les tempes, les joues, essayait de desserrer les dents du malade, appuyait en mesure sur la poitrine qui ne respirait pas. À la longue, il se sentit pris de peur. Ce n'était pas un évanouissement ordinaire, et que faire de plus pourtant? Il était seul. De grosses larmes lui montèrent aux yeux, et il se leva pour aller chercher le clairon. Au moins, ils seraient 2 à partager la responsabilité, 2 à certifier qu'ils avaient tout fait pour sauver Mérargue. Le soldat rentrait, dans une trombe de vent et de neige qui s'abattit sur le lit. Il rapportait quelques branches mortes de sapin. « Jette vite sur le feu, dit le sergent. Il gèle autant que dehors, ici. »« Toujours pas bougé ?» demanda l'homme. « Non, jette vite. » Tous 2 disposèrent les branches au-dessus des tisons, et, couchés sur le sol, se mirent à souffler pour hâter la flamme. Une grande fumée s'éleva, qui remplit la cabane, puis une flambée ardente léchant le mur jusqu'à la moitié de sa hauteur. « Ne t'ennuie pas de souffler, dit le sergent. Moi, je vais l'approcher. » Il se leva, leste, ravivé par la chaleur, saisit Mérargue sous les genoux et sous les reins, comme un enfant, et l'étendit devant le foyer. « C'est que, dit le clairon, s'il est gelé, tu vas le tuer. »« J'ai fait tout le reste, dit Bourrieux, et tu vois. » Le corps du soldat était raide. Pas une plaque rose ne revenait aux joues. Le clairon souleva une des paupières. L'œil était renversé en arrière et fixe. « J'ai peur, grommela le soldat, que le pauvre ne soit... »« Tais-toi » interrompit Bourrieux. « Ce n'est pas possible. Non, pas possible. » Il prenait les mains de Mérargue, les présentait à la flamme. « Je crois qu'il se réchauffe, disait-il. » Le clairon tâtait, puis hochait la tête. « C'est le feu, sergent. » La fente par-dessous la porte hurlait comme la gueule d'une bête. Il commençait à faire noir, à cause de la tempête et de l'heure. Les 2 hommes à genoux
ayant devant eux Mérargue, le maintenaient tantôt sur un côté, tantôt sur l'autre. La même angoisse les étreignait. Le sergent regarda dehors. 4 heures environ, dit-il. Le médecin ne sera pas ici avant 2 heures. C'est une prière, Clairon. Le clairon leva les yeux, étonné. J'ai oublié celle que je savais, dit-il. Moi, je n'en ai jamais su, fit Bourrieux. Ça serait pourtant l'occasion. Il fit un geste de découragement. Puis, comme s'il se rappelait subitement quelque chose, il fouilla dans la poche de son habit à la française. Sa physionomie s'illumina. Il retira un papier plié en 4, usé au coin, froissé partout. « En voilà une, dit-il. Comme ça se trouve, c'est la sienne. » Et aussitôt, le sergent commença, de sa grosse voix bourrue qui épelait les mots. « Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse, et l'autre Sainte Marie, toutes 3 ensemble. Ayez pitié des enfants de Provence qui s'en vont au loin. Gardez-les de tout péril. Ramenez-les au pays. » Ainsi soit-il, dit le clairon. Je crois, ajouta Bourrieux, que j'aurais fait pour celui-là tout ce qu'on peut faire, même des choses dont je n'ai pas l'habitude. Oh oui alors. C'est que, vois-tu, conclut Bourrieux, Mérargue, à présent, c'est comme mon enfant. Ils se remirent à frictionner le malade, découvrant sa poitrine, écoutant le cœur qui ne donnait aucun battement. Au bout d'une demi-heure, le clairon poussa un cri. Mérargue ouvrait les yeux. Il n'avait pas de regard, il restait livide, mais on le sentait sauvé. « Bois, bois, mon petit !» fit le sergent en présentant sa gourde aux lèvres serrées de Mérargue. « Tiens, j'ai du pain, dit le clairon, courant à un sac. Prends, Mérargue. » Il s'étonnait naïvement que le grenadier ne pût encore ni boire ni manger, puisqu'il vivait. Cependant, quelques gouttes de rhum passèrent bientôt, puis une gorgée. Puis le petit Provençal fut secoué d'un grand tremblement. Il prit un peu de pain, il se releva tout seul, il parla. Vers 5h30, comme le jour diminuait rapidement, Mérargue demanda lui-même à partir. « Mieux vaut essayer de rentrer que de passer la nuit ici, dit-il. » Et il sortit, soutenu par le sergent et par le clairon. La tempête s'était un peu apaisée. La neige tombait encore. La descente fut pénible et l'on dut s'arrêter souvent, sans savoir si on repartirait. Mais c'était le retour, la caserne chauffée, l'abri, les compagnons, la vie assurée. Ils se relevèrent à chaque fois. Bourrieux se montrait doux, attentif, comme il n'avait jamais été avec Mérargue. Au moment où le dernier détour de la route allait les amener en vue du fort, il serra la main du petit soldat qu'il tenait dans la sienne. « Écoute, Mérargue. »« Oui, sergent, » répondit une voix faible. « Je ne t'appellerai plus petite fille. »« Non, sergent. Ni la promise, ni rien. Tu es un brave. »« Oh, sergent. »« Et tu es mon ami à la vie. Tu m'as fait honneur, mon petit grenadier. À notre entrée en Piémont, tu pourras piller. »« Oh, tuer, voler, faire les 100 coups. Je ne te dirai rien. Tu es mon ami. » Il devait pleurer, car il s'essuya les yeux du revers de sa manche, tandis que, du fort prochain, un groupe de soldats levait les bras et criait « Les voilà! Les voilà !»